tiens à remercier les organisateurs pour l'invitation qui a été faite à la CC sur cette question des défis humains de l'hôpital, d'avoir un peu le point de vue des salariés. Bon, je mets tout de suite les choses au point, je ne suis pas représentant du personnel des hôpitaux. Et donc ça c'est le rôle des délégués et des permanents du secteur, qui connaissent très bien les endroits où se font les discussions, et donc ce n'est pas du tout sur ce plan-là que je vais intervenir. Je suis occupé dans un service qui s'appelle Service Entreprise, qui conseille les délégués et les permanents sur toutes les questions qui sont liées au travail syndical dans l'entreprise, et en ce qui me concerne particulièrement sur les questions de bien-être au travail, et c'est à ce titre-là, et c'est avec ce point de vue-là que je vais intervenir maintenant. Alors, les défis pour les salariés, on peut faire l'hypothèse, je crois, que le défi majeur pour le personnel aujourd'hui, c'est de pouvoir bien faire son travail. C'est le cas dans les hôpitaux, c'est le cas ailleurs aussi. Et ce souci de la qualité du travail est évidemment marqué encore plus dans des secteurs où le travail il se fait en contact direct avec des bénéficiaires. Et ça, quelle que soit la nature, on vient de passer en revue une série de catégories de personnel soignant, mais c'est aussi le cas pour le personnel non soignant, qui est aussi en contact avec les patients et leurs proches. Alors, bien faire son travail, ça demande des conditions de travail qui permettent à chacune et à chacun de mettre en œuvre les ressources et les capacités dont ils disposent, mais aussi de pouvoir les développer. Et aujourd'hui, beaucoup de travailleuses et de travailleurs, dans les hôpitaux comme ailleurs, ont le sentiment que ces conditions de travail qui leur sont imposées les empêchent de soigner leur travail, pour employer un mot comment dire, dans le contexte de la journée. Et donc depuis une trentaine d'années, dans la plupart des secteurs d'activité, c'est un défi qui devient de plus en plus difficile à relever, et les travailleurs expriment des préoccupations surtout par rapport à trois domaines. Il n'y a pas que cela, mais il y en a trois qui ressortent très fort actuellement. Ce sont les risques psychosociaux, les troubles musculo-squelettiques et la crainte de ne plus arriver à faire son travail à partir au-delà d'un certain âge. Alors, les risques psychosociaux d'abord. Au début de l'année dernière, l'ACC a interrogé ses délégués dans les comités pour la prévention et la protection au travail. Et une des questions portait sur les risques pour la santé que les délégués identifiaient comme étant les plus importants. Et en tête du classement, en tout cas pour les secteurs non marchands, mais les différences sont relativement faibles par rapport aux autres secteurs. Donc les scores sont les suivants. En tête, le stress et la charge de travail. Préoccupation importante, risque considéré comme important par 95% des délégués. Suivi par les problèmes ergonomiques, cités par les 3/4 des gens qui ont répondu à l'enquête. Et viennent ensuite les risques de violence et de harcèlement, cités par 2/3 des répondants, donc cela pour les secteurs de santé. On ne sait pas un indice d'une exposition à un risque, mais c'est un indice du niveau de préoccupation des délégués. Et ce niveau de préoccupation est lié aux interpellations qu'ils reçoivent des travailleurs qu'ils représentent. Donc ça représente quand même quelque chose. Bon, on peut considérer que ce ne sont pas des données objectives, et donc je me suis intéressé à aller voir aussi, notamment pour les secteurs de la santé, qu'est-ce qu'on avait éventuellement comme données. Il y a un travail récent qui a été fait à la demande des services publics fédéraux de la santé publique et de l'emploi sur le burn-out et l'enthousiasme au travail, le pendant. C'était en 2012 que ça a été fait, par la KU Leuven et par le service de prévention IDOE. La partie empirique de l'étude montre que 6,6% des personnes interrogées, donc c'était le personnel médical et infirmier des hôpitaux, donc 6,6% souffrent de burn-out et 13,5% sont dans le groupe à risque de burn-out. Autrement dit, une personne sur 5, si on globalise le personnel médical et infirmier, une personne sur 5 est concernée directement par la problématique de burn-out. Je regrettais d'ailleurs que les autres groupes de travailleurs, dans les autres catégories de travailleurs de l'hôpital n'aient pas été interrogés parce que je crois qu'ils ne sont pas à l'abri de ces risques. Alors, dans les interprétations qui sont données par les auteurs de l'étude, ils sont prudents. Je cite un des éléments de conclusion, c'est les principaux déterminants du burn-out semblent être les caractéristiques du travail, charge de travail élevée, épuisement émotionnel élevé et conflit de rôle. Cette prudence me semble un peu exagérée parce que ce sont des facteurs de risque qui sont bien connus depuis de nombreuses années maintenant, en particulier dans les secteurs de santé. L'étude débouche sur un certain nombre de recommandations. Il y a une partie de recommandations sur l'enthousiasme au travail qui porte notamment
notamment sur les plans de carrière, les perspectives d'évolution de carrière. Et d'autre part, une série de propositions sur le burn-out. Je cite rapidement, parce que ça permet d'identifier quels sont, pour cette type de recherche, les déterminants. On va voir que ce sont des déterminants qu'on retrouve aussi à d'autres endroits sur d'autres thématiques. Donc, 4 domaines d'action ont été visés, sont visés par les propositions: la charge de travail, les conflits de rôle, la charge émotionnelle et le soutien social, soutien de la hiérarchie, soutien des collègues. Et dans ces 4 domaines, il y a des propositions qui sont faites à 3 niveaux: le niveau politique, donc par exemple en termes pour les normes d'encadrement, en particulier, c'est la principale recommandation qui est faite, l'hôpital et les travailleurs individuellement. Et la plupart des recommandations concernent en fait l'organisation, donc l'hôpital, et portent sur l'organisation du travail et les politiques de personnel. On rejoint donc à travers, on peut faire un parallèle avec aussi toutes les questions qui sont régulièrement posées en termes de volume de l'emploi, pour faire face à la demande de soins, des questions de définition de fonction, et de politique du personnel qui permettent aussi de stabiliser le personnel et éviter le turnover qu'on évoquait d'ailleurs. Alors sur les barrages des risques psychosociaux et des troubles musculo-squelettiques, donc je ne vais pas rentrer, vous citer des tas de chiffres, mais encore quand même quelque chose qui est très important ces dernières années, c'est l'évolution du nombre d'invalides qui sont indemnisés par l'INAMI. Donc entre 2007 et 2014, sur 7 ans, ce nombre a augmenté de 35%. Et la première cause aujourd'hui d'invalidité, ce sont les maladies mentales. Et la deuxième, les troubles musculo-squelettiques. Donc il y a des liens entre tout ça, évidemment. Et cette augmentation, elle s'explique en partie par des facteurs démographiques. Ça, c'est clair, c'est identifié. Mais il y a aussi manifestement des problèmes qui sont liés au travail. Et d'ailleurs, dans un article assez récent où le directeur du service indemnité de l'INAMI s'exprimait à titre personnel, il soulignait que, tout en soulignant la complexité des facteurs qui interviennent dans ces évolutions, il notait que la hausse considérable des pathologies mentales liées au travail oblige à se poser la question de l'état de santé au travail de la population active en Belgique. Donc l'INAMI aussi se rend compte qu'on ne peut pas simplement expliquer par l'évolution démographique l'explosion de l'invalidité due aux problèmes de santé mentale et aux troubles musculo-squelettiques. Alors dans ces domaines, l'INAMI est surtout intéressé évidemment par la réintégration des travailleurs, la revalidation, etc. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que la prévention primaire fait encore largement défaut par rapport à ces risques professionnels. Et ces risques, on le sait, sont essentiellement liés, les facteurs de risque sont essentiellement liés à l'organisation du travail. Je ne vais pas m'attarder sur les troubles musculo-squelettiques. C'est un domaine sur lequel j'ai moins de connaissances d'une part. En plus, je crois que dans le secteur des hôpitaux, il y a déjà tout un travail à faire, même si on va bien constater, notamment à travers le chiffre de dynamique, on est encore loin qu'il y a encore beaucoup de marge d'évolution. Par ailleurs, il y a aussi à tenir compte au lien qui est maintenant bien identifié entre les troubles musculo-squelettiques et les risques psychosociaux. Donc ça veut dire qu'il est indispensable d'avoir une approche transversale de la prévention qui dépasse la segmentation qui reste encore très forte actuellement. Et donc dans beaucoup d'entreprises et d'institutions, une prévention intégrée qui soit aussi articulée avec une politique du personnel fait encore défaut. Et les services internes et les services externes de prévention peinent encore à mettre en place l'approche interdisciplinaire qui est pourtant inscrite dans la réglementation depuis maintenant plus de 15 ans. Le vieillissement au travail maintenant, c'est donc une autre question très sensible aujourd'hui, avec l'allongement des carrières. Ça veut dire vieillir au travail, plus de possibilités de porte de sortie de moins en moins. Les préventions, c'est pratiquement fini, le crédit en fin de carrière, il n'en reste presque plus rien. Ça veut dire que les gens doivent rester au travail. Qu'est-ce qu'on constate? Je vais prendre juste aussi un chiffre illustratif, c'est donc qui est extrait des résultats de l'enquête périodique qui est réalisée au niveau européen sur les conditions de travail par la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Une question porte sur le sentiment que le travailleur a de pouvoir continuer à faire le même travail qu'actuellement lorsqu'il aura 60 ans.
Et en Belgique, dans les secteurs de santé et action sociale qui sont occupés pour la cause, la moitié des travailleuses, pour les travailleurs, on n'a pas de chiffre parce qu'on n'a pas de nombre suffisamment significatif, mais donc la moitié des travailleuses dans la tranche d'âge 40-49 ans dit estimer ne pas pouvoir faire le même travail à 60 ans. Donc ça pose quand même un gros problème aujourd'hui de pouvoir aménager les conditions de travail, améliorer les conditions de travail de telle façon à ce qu'on puisse arriver à cet âge-là en bon état et aussi pouvoir encore continuer jusqu'à 60 ans. Et pour de nouveau aussi essayer de situer quels sont les déterminants, la Fondation Travail Université qui a réalisé sur base des chiffres, des résultats de cette analyse, de cette enquête européenne et sur les résultats belges, donc a essayé d'identifier quels sont les principaux facteurs qui influencent la soutenabilité du travail pour les travailleurs âgés. Et il y a trois facteurs principaux, c'est la qualité du travail, la santé et la compatibilité entre la vie professionnelle et la vie privée, vie familiale et sociale. Alors les auteurs ont précisé un peu ce que ça couvre ces facteurs, je passe rapidement là-dessus. Donc c'est qualité du travail, ce sont des indicateurs qui sont liés au contenu du travail, qui jouent un rôle important, pression émotionnelle, les tâches répétitives et la pression liée à la rapidité qui ont des effets défavorables. Et en revanche, l'autonomie dans le travail, la capacité de se donner des marges pour réaliser son travail est un facteur favorable. Évidemment, l'exposition à des risques physiques, biochimiques, environnementaux joue aussi de manière défavorable, alors que les opportunités de carrière et des relations sociales de bonne qualité au travail sont des facteurs favorables pour la soutenabilité du travail. En matière de santé, là, il y a des facteurs de santé physique, santé psychologique aussi. Et évidemment, le contexte des risques professionnels, l'existence de risques professionnels qui menacent la santé et qui sont importants. Et en matière de conciliation travail-vie privée, ce qui est important, c'est la possibilité d'une bonne concordance entre les horaires de travail et les engagements professionnels, personnels ou familiaux, et aussi la facilité de prendre des petits arrangements avec son temps de travail. Et cela est favorable donc à une meilleure perception de la soutenabilité du travail. Il faut noter aussi que dans une étude faite en parallèle au niveau européen par la même équipe, on souligne aussi que la question du genre doit être considérée comme une question centrale dans l'analyse des conditions de travail et dans l'élaboration des politiques en matière d'amélioration des conditions de travail en lien avec le vieillissement. Et je crois que ça devrait avoir une résonance particulière dans les secteurs de santé où le personnel est majoritairement féminin. Et donc, je ne vais pas reprendre les différents facteurs qui ont été mis en évidence ici à travers à la fois dans les psychosociaux, dans la question du vieillissement, mais on retrouve très fort des éléments qui sont liés aux politiques du personnel, à la gestion d'entreprises, à la gestion des institutions. Et je voudrais évoquer à cette occasion-là une analyse que fait le sociologue français Vincent de Goljac, l'extrait que je reprends ici, qui est un peu long, mais je crois qu'il vaut la peine d'être entendu. C'est dans la préface d'un essai qui est vraiment très intéressant, qui a été fait notamment sur base d'un travail en partie dans les secteurs de soins de personnes âgées. Ça s'appelle L'idéal au travail de Marianne Mujalier. Et donc dans la préface, Vincent de Goljac dit: ce nouveau modèle managérial de gestion des organisations, qui se présente comme étant à la pointe du progrès, comme le nec plus ultra de l'efficacité, comme un modèle particulièrement sensible aux facteurs humains, est porteur d'illusions et de déraison. Illusion de rationalité, qui occulte un fonctionnement fondé sur le paradoxe, illusion de performance, qui met les travailleurs, cadres et non cadres, dans une course infernale pour réaliser des objectifs toujours plus ambitieux, avec des moyens toujours plus réduits, dans des délais de plus en plus courts. Les prescripteurs sont déconnectés de l'activité concrète. L'organisation du travail est pensée à partir d'un modèle théorique idéal, des salariés parfaits, des clients, des patients modèles, des outils fiables, un monde sans contradiction. Le facteur humain est conçu comme un élément malléable à merci, comme s'il s'agissait d'agents disponibles en permanence, ne commettant jamais d'erreur, ne connaissant aucune faiblesse, et capable de donner en permanence le meilleur de nous. Voilà, je fais une citation. Je crains qu'à côté de ça, en entendant ça, on ne peut pas simplement se dire oui, c'est un sociologue français qui parle de la France. Je crois qu'il y a
Je crois que tout le monde peut trouver des exemples dans son contexte professionnel d'éléments qui vont confirmer, ou en tout cas qui sont en résonance avec cette appréciation. Donc avec des nuances, je crois que beaucoup de travailleurs, beaucoup d'entre nous, sommes confrontés à ces paradoxes, à ces contradictions qui peuvent devenir intenables à un certain moment, ce qui explique d'ailleurs ces burn-out et ces difficultés au travail. Et donc pour retrouver les possibilités de bien faire son travail, ça va demander un débat justement sur ces paradoxes et ces contradictions avec les travailleuses, avec les travailleurs, toutes catégories sont confondues. Pour ce faire, je crois qu'on a la chance dans le pays, plus qu'en France d'ailleurs, de disposer d'outils de concertation qui sont structurés. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas ici prendre la place des négociateurs syndicaux, les délégués, les permanents. C'est à eux de négocier les questions d'emploi, de salaire, de statut, de formation, etc. Je me limite à évoquer un espace tout à fait modeste d'information-consultation, mais qui, je crois, peut beaucoup de choses. C'est le comité pour la prévention et la protection au travail. Je crois que c'est un lieu clé sur les questions de bien-être au travail. Et que peuvent faire notamment ces comités par rapport à la problématique que j'ai essayé d'aborder ici, c'est de mettre ou de remettre le travail au centre, le travail et les travailleurs au centre de la question du bien-être au travail. Considérer, partir de l'idée simple que ce sont les travailleuses et les travailleurs qui sont les premiers experts quand il s'agit de leur travail et de leurs conditions de travail. C'est eux qui éprouvent ces conditions tous les jours, à chaque moment. À chaque moment, ils doivent, dans l'urgence, trouver, souvent seuls parce que l'organisation est telle qu'elle est, donc de trouver des solutions imprévues aux consignes contradictoires ou éventuellement aussi des consignes qui ne tiennent pas compte des conditions réelles, pratiques de l'exercice du travail. Des solutions qui sont, donc, que chacun doit souvent bricoler au risque de se mettre en danger et de mettre parfois en danger les collègues aussi. Donc, je ne vais pas faire de grandes conclusions, sauf peut-être inviter à vraiment considérer qu'il y a des possibilités de travail importants à faire, y compris dans les comités, pour la prévention et la protection au travail. Je crois que c'est un des lieux importants, à la fois pour étudier, pour débattre et pour proposer les conditions qui sont nécessaires pour que chacune et chacun puisse soigner son travail. Merci de votre attention.